Et enfin, la dernière panéliste, Stéphanie Caradet, qui est la directrice du Mouvement d'Uni, une autre très grosse association qui accompagne les personnes en situation de prostitution sur le terrain en France et qui va nous parler de l'impact du numérique sur le système prostitutionnel, l'action sociale et également l'action de terrain. Merci beaucoup, merci à toutes, merci en particulier à Oser le féminisme et à la clé pour l'organisation de ce beau colloque et ce démarrage d'un plaidoyer collectif. Mouvement d'Uni, c'est une association féministe qui agit sur le terrain et en direction de la société pour une société sans prostitution. On agit sur 27 territoires en France, dont le Bas-Rhin. Je salue notre équipe qui est là aujourd'hui. Bénévoles et salariés, vous les avez peut-être croisés au stand tout à l'heure. Le Mouvement d'Uni, c'est à peu près 5 à 6 000 contacts en aller vers chaque année, 13 000 visites dans nos locaux, 1 800 personnes accompagnées individuellement. On agit en formation des professionnels. La moitié maintenant nous demande une formation sur la prostitution des mineurs, ce qui ne nous étonnera probablement pas. Mais toutes et tous sont formés à la question du système prostitutionnel s'il passe chez nous. On agit en prévention, j'y reviendrai tout à l'heure, donc en matière d'éducation à la sexualité. On intervient dans les établissements scolaires. En sensibilisation à travers une revue qui s'appelle Prostitution et Société et maintenant un podcast qu'on soutient qui est réalisé par des survivantes de la prostitution qui s'appelle La Vie en Rouge. Il y a un QR code derrière ma carte postale et on a plein de cartes postales. Donc si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas. Comme les 90 000 personnes qui ont écouté la saison 1 et la saison 2 qui réunit des survivantes qui ne connaissaient pas le Mouvement d'Uni ou cette action-là mais qui ont entendu le podcast, est en cours d'enregistrement et elle sortira au printemps. On fait également du plaidoyer local et national. Notre analyse, elle se base vraiment sur le témoignage des personnes en situation de prostitution. C'est vraiment empiriquement ce qui fonde l'action du Mouvement d'Uni. C'est important de le rappeler, même si voilà, elles ne sont pas physiquement sur cette table aujourd'hui. La loi de 2016, comme le disait Françoise, pour laquelle notre association s'est beaucoup battue, comme beaucoup d'associations qui sont présentes aujourd'hui, elle a considérablement changé la donne. On peut dire qu'en France, on a probablement la législation qui, au monde, nous donne le plus d'outils pour lutter, abolir la prostitution, pour permettre de construire une société égalitaire où un acte sexuel ne peut pas être tarifé. C'est important de le dire et de le rappeler. Mais on a effectivement cet enjeu de la digitalisation qui met en avant le fait qu'on a besoin d'une garantie effective de la mise en œuvre de ces outils et probablement qu'on aille plus loin. Quand on parle de digitalisation du proxénétisme, d'ubérisation du proxénétisme, comme l'a mentionné Françoise, de quoi on parle ? Aujourd'hui, toutes les étapes de la prostitution, du proxénétisme sont faites pour la majorité des cas en ligne. On parle du recrutement des victimes, on parle des annonces qui sont mises en ligne, on parle de la mise en relation avec des clients via des plateformes téléphoniques, de la location d'appartements via des sites bien connus, le transport des victimes via des VTC, de la prise de billets de train en ligne, le contrôle des victimes, l'emprise qui est encore plus forte avec une pression psychologique renforcée par le numérique, des transferts financiers qui sont en ligne, maintenant aussi avec des crypto-monnaies, jusqu'à, on en a parlé un petit peu ce matin, la dématérialisation presque de l'acte sexuel via le gaming. Voilà. Donc c'est très important, je ne reviens pas pour les chiffres, ils ont été donnés, mais c'est aujourd'hui l'immense majorité de la prostitution qui est logée, donc via des annonces sur Internet. Aujourd'hui, la prostitution de rue, d'après l'Office central de répression de la traite des êtres humains, représenterait 8% uniquement de la prostitution en France. Et cette digitalisation, elle a un impact encore plus fort pour la jeune génération, mineurs et jeunes majeurs. Pourquoi ? Les recettes des proxénètes sont les mêmes qu'avant. Ce sont les mêmes recettes, c'est-à-dire identifier des jeunes vulnérables, les jeunes filles vulnérables. Et on sait combien il y en a dans notre société, vulnérabilisées pas pour rien, vulnérables parce qu'elles sont des enfants, des adolescentes, on l'a dit ce matin, mais qui ont souvent le dénominateur commun d'avoir connu des violences sexuelles dans l'enfance, qui concerne, on le sait, une immense partie de nos jeunes. Les proxénètes, comment fonctionnaient-ils avant le numérique ? Ils allaient aux abords des gares, ils allaient aux abords des foyers de la protection de l'enfance pour identifier des jeunes filles en errance. Aujourd'hui, ils fonctionnent de la même façon, ils continuent d'ailleurs de faire ça aussi, mais ils ont accès aux vulnérabilités des jeunes qu'elles communiquent via leurs réseaux sociaux de façon très importante. Donc, derrière leur téléphone, ils peuvent identifier une multiplicité de victimes potentielles
à mettre en proxénétisme. Et donc, il fonctionne de la même façon qu'avant, à créer de fausses amitiés, à aller chercher des jeunes filles qui peuvent être déjà cyberharcelées. Donc, ils identifient en leur disant « tu mérites mieux que ça, moi je vais t'aider », on rentre en lien. Et là commence l'emprise et la pression psychologique, bref, la stratégie de l'agresseur qui va permettre d'asseoir leur pouvoir sur cette nouvelle victime. En plus de ça, les jeunes sont, c'est très bien expliqué dans l'étude que tu as citée Françoise, ça accélère tout, dans des bulles algorithmiques où leur père banalise complètement le fait de vendre un acte sexuel, de pouvoir avoir des actes sexuels tarifés et violents, la banalisation de la pornographie également. Donc on a tous les facteurs qui permettent d'avoir une augmentation exponentielle des victimes en prostitution. On a aussi une multiplicité de proxénètes potentiels, puisque cette numérisation, elle facilite de façon très importante le passage à l'acte. Avant, c'était plus compliqué. Bon, je rajoute à ça que les priorités de politique pénale se dirigent plutôt vers le narcotrafic que sur le proxénétisme ces dernières années, et que donc du coup, c'est beaucoup moins risqué d'aller vers du proxénétisme. Il y a moins d'investissement également, financier évidemment, et donc c'est plus simple. Et puis on a une multiplicité de clients prostitueurs. Avant, quand vous deviez acheter un acte sexuel à une mineure, il fallait vous mettre en contact avec elle, aller en rue, voir éventuellement si vous pouviez trouver un contact, être mis en relation avec. Aujourd'hui, vous allez sur un site d'annonce, vous mettez les critères qui vont bien pour en identifier une, et vous ne croiserez probablement qu'elle, puisque même si vous êtes dans un hôtel ou dans un appartement logé, vous ne croiserez personne d'autre. Donc on est face à une multiplicité de pédocriminels qui peuvent avoir accès à des enfants. Donc cette question de l'impact du numérique sur la prostitution de ceux et celles qui utilisent le numérique majoritairement, donc à savoir les mineurs et les jeunes majeurs, elle est très importante. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Ça nous oblige à adapter notre action de terrain. Françoise l'a expliqué en détail pour ce qui est fait sur l'aller vers numérique. Ça doit, sur d'autres actions, moi je vais y revenir sur la prévention notamment, nous forcer à adapter notre terrain. Ça oblige aussi l'État, et à ce moment-là j'y reviendrai aussi, à garantir effectivement la mise en œuvre des outils qui sont à notre disposition et à aller probablement plus loin que ce que propose la loi de 2016. Sur la prévention, est-ce que tu peux mettre le site derrière ? On a beaucoup parlé donc aujourd'hui évidemment et à raison des problématiques du numérique et de ses impacts négatifs, et on sait bien que j'entendais ce matin 7000 heures de pornographie face à nos petits outils. On fait difficilement le poids, mais en même temps, on essaye quand même, parce que si on n'est pas sur le numérique à occuper le terrain avec une vision d'une sexualité émancipatrice et féministe, ben voilà, personne ne le fera. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec cet outil Dans ma banane, qui reprend notre façon de fonctionner en prévention auprès des jeunes, qui est basée sur l'éducation populaire. L'idée, c'est de renforcer les compétences psychosociales des jeunes pour qu'ils et elles soient en capacité d'identifier une relation toxique, connaissent la stratégie de l'agresseur, sachent ce qu'ils attendent d'une relation amicale, affective, relationnelle et sexuelle, à savoir, on l'espère, de la joie, du bonheur, de l'estime de soi, de la valorisation de soi. Bref, d'avoir une haute ambition en fait, pour nos relations affectives et sexuelles. C'est ce qu'on essaye de faire à travers cet outil, où il y a plusieurs outils dans la banane, et notamment ce chatbot qui est assez novateur, qu'on a un peu piqué au Québec, mais on leur a dit, on les a prévenus quand même, qui en fait nous met en relation avec Joe, qui est une personne qui va essayer de poser une emprise à travers différents sujets. Donc on peut toujours répondre ce qu'on veut à Joe. L'idée, c'est de montrer que ce n'est pas vos réponses qui vont vous n'êtes pas tenu responsable en fait, du fait que vous êtes sous emprise. Quelles que soient vos réponses à Joe, il continuera à essayer d'imposer une violence aux victimes. Et à la fin de chaque discussion, on oriente vers des plateformes, des lignes téléphoniques d'écoute. On redirige les jeunes parce que l'idée, c'est à la fois qu'ils identifient la stratégie de l'agresseur et qu'ils la comprennent. On explique pourquoi. Et puis aussi qu'ils puissent être orientés s'ils autodiagnostiquent qu'ils sont eux ou qu'ils ont été témoins d'une violence dont on a parlé là. C'est un outil pour lequel on a créé un guide d'animation. On est en train de faire un tuto vidéo. L'idée, c'est vraiment que nous ne l'utilisions pas seule, mais qu'elle soit récupérée, diffusable par toute la Terre entière. Et on a d'ailleurs un projet avec Cap International de peut-être le traduire et l'adapter aux États, avec les organisations membres de Cap, mais c'est ouvert bien plus que ça. Mais pour ça, il nous faudra un petit peu de sous.
J'accélère parce que j'ai trop parlé de ça. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a pris du temps. Deux autres leviers très importants pour changer la donne avec l'évolution de la prostitution. Ça ne vous étonnera pas, c'est une pénalisation massive des clients prostitueurs. Depuis 2016, je ne reviens pas sur les chiffres, mais enfin, quand on parle 1660, je crois qu'on est sur presque un record. Donc on est vraiment une année record, c'est pour dire qu'on est vraiment sur une immense minorité. C'est vraiment pas de bol, quoi. Vraiment, les clients qui se retrouvent verbalisés, ils n'ont vraiment pas eu de chance, ils ont un mauvais karma. Le chiffre que tu donnais, Françoise, je crois qu'il est à l'inverse, c'est 72 départements qui n'ont pénalisé aucun client en 2023. Et les services de police de l'Office central de répression de la traite l'écrivent elles-mêmes et eux-mêmes, hein, ils sont engagés sur ces sujets, ils écrivent « La marge de progression est immense ». On est d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est la digitalisation ? Alors, pardon. Est-ce que le fait que la prostitution, la mise en contact se passe plutôt majoritairement sur Internet, est-ce que ça invisibilise le client ? On peut se dire, bah oui, en 2016, vieille loi, on ne peut pas pénaliser le client, en fait, puisqu'on ne les voit plus en rue. Ceux qui sont pénalisés, c'est ceux qui continuent à aller en rue, en général. Sauf qu'en fait, non, ils sont tout à fait visibles. Les 53 démantèlements de réseaux de 2023, dans les affaires, dans les dossiers qui ont permis de démanteler ces réseaux, il y a toutes les adresses IP, les numéros de téléphone de ces clients qui ont sollicité pour le moins un acte sexuel, ce qui suffit à caractériser l'infraction. Donc, si on estime à peu près, d'après ce que me disent les parquets, 400 clients identifiés par cas, par réseau, si on fait une petite multiplication rapide, on est sur plus de 21 000 verbalisations annuelles. Si on multiplie 53 réseaux par 400 clients, ça fait plus de 20 000 clients qui pourraient être interpellés chaque année juste en interpellant ceux qui sont là-dedans. Alors le problème, c'est d'avoir la capacité de la réponse pénale. C'est ce que nous disent les parquets. Une fois qu'on a 400, on l'a fait une fois, mais on ne peut plus le faire en fait, parce qu'on ne peut pas verbaliser 400 clients, on n'a pas les moyens de le faire. Donnons-nous les moyens en fait. En fait, la question c'est, est-ce que c'est admissible ? Est-ce que c'est jugé comme quelque chose d'inacceptable d'acheter un acte sexuel à un mineur, à un majeur, à une mineure, à un majeur? Est-ce que c'est acceptable par les personnes qui aujourd'hui ont le pouvoir de décider, de mettre des moyens financiers, de prendre des priorités de politique pénale? Je pense qu'on a une ministre qui est très engagée sur ce sujet. En revanche, côté ministère de l'Intérieur, de la Justice et des Finances, on en est loin visiblement. Donc ça, c'est vraiment problématique. Le dernier levier, c'est la question du blocage des sites. Je le redis depuis quelques années, on a un office central de répression de la traite des êtres humains qui est très engagé, qui a envie de mettre en œuvre la loi de 2016 sur abolitionniste, et c'est important. Mais cet office, il traite que 5%, moins de 5% des affaires de proxénétisme en France chaque année. Et l'indicateur de réussite de la politique publique de lutte contre le système prostitutionnel côté répression, c'est le nombre de démantèlements de réseaux. Parce que moi j'aimais cette suggestion, c'est qu'on change d'indicateur et que notre indicateur, ce soit le nombre de victimes dans la prostitution. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ce sujet. J'entends toujours qu'il y a 40 000 victimes de la prostitution. Pourtant, ça fait presque 10 ans qu'on a une loi qui nous permet, dont l'objectif est vraiment de diminuer le nombre en pénalisant les clients et en permettant aux victimes d'en sortir. À un moment donné, il faut, je pense, changer cet indicateur, que les policiers, les parquets aient l'envie, le souhait, la détermination de diminuer le nombre de victimes, de les protéger, que ce soit ça l'ambition. Pas de pouvoir se targuer en disant j'ai démantelé un sacré réseau. Oui, il faut les démanteler, bien sûr, c'est indispensable, mais c'est pas ça notre objectif final. Notre objectif final, c'est qu'il y ait plus de filles et de femmes qui subissent quotidiennement des actes sexuels tarifés qui les traumatisent pour toute leur vie, que ce soit pour une semaine ou pour 20 ans de prostitution. Le résultat est la même. Donc, avec la législation qu'on a actuellement, on pourrait pénaliser ces sites Internet. D'ailleurs, le Mouvement du Nid, à l'aide de Lorraine Questiot, notre avocate, a déposé plainte en 2016 contre le site qui, à l'époque, était le plus gros site d'annonces, Viva Street. Donc 2016, l'enquête est terminée. Le procès n'a toujours pas eu lieu. Voilà. Donc, notre législation actuelle nous permet de considérer que ces gens tirent profit, organisent la prostitution d'autrui. Mais on ne les pénalise pas.
Et on pourrait aller plus loin. C'est d'ailleurs la première version de la loi qui a été adoptée en 2016, celle qui a été présentée devant la première commission à l'Assemblée nationale, comportait un article de blocage administratif des sites qui diffusaient des annonces de proxénétisme. On a eu les levées de boucliers de tous les libertariens pro-liberté d'expression dont on parle depuis ce matin, qui ont fait reculer et qui ont juste obligé finalement les sites internet à mettre un dispositif de signalement sur leur site pour qu'on puisse signaler s'il y a des contenus illicites, mais ils trouvent que c'est trop cher de le faire, donc ils ne le font pas. Voilà. Donc, on vit un moment où on débloque quelques millions d'euros, et c'est heureux pour les mineurs en situation de prostitution. Donc on arrive à trouver des fonds pour les accompagner. C'est très bien, c'est important, il faut le faire. En revanche, on ne fait quasi rien pour lutter contre l'impunité de leurs agresseurs. Donc, si on continue comme ça à ne pas agir sur les clients et sur les sites internet qui proposent ces annonces, on se revoit dans 10-20 ans, on aura la même discussion. Et je finis là-dessus, les victimes n'ont pas le temps.